Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Vision sans limite. Aujourd'hui, on parle des camps d'entraînement qui s'amorcent dans la LNH et des chances du Canadien de Montréal de reparticiper pour une deuxième année consécutive aux séries éliminatoires. Oui, le Canadien qui a causé toute une surprise l'année passée en participant aux séries. On pensait que ça allait attendre au niveau de la reconstruction. On sait que depuis que Martin Saint-Louis et Kent Hughes sont revenus à Montréal, leur mission, c'est quoi? C'est de nous amener à long terme à la terre promise. On sait que c'est un long processus. Il y a des joueurs qui arrivent du repêchage. Il faut signer des joueurs autonomes. Il y a des transactions. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais prévoir, c'est la progression de nos espoirs et de nos jeunes, à quel point ils vont s'améliorer rapidement. Et l'année passée, on a vu que le Canadien a vraiment fait un bond magistral vers la quête des sommets de la LNH. Mais comme vous allez le voir dans ce podcast, il y a encore beaucoup d'enjeux qui seront à suivre quand on va analyser les divisions. Mais on va s'attarder plus précisément à la division du Canadien, qui est la division Atlantique, parce que c'est une division extrêmement compétitive. Alors, je ne ferai pas un bilan exact de toutes les équipes, mais vraiment un classement. Est-ce que le Canadien a des chances dans l'Est de passer? Et ensuite, on ira un peu dans l'Ouest pour voir à quel point, quelles équipes sont les favorites, encore une fois, pour retourner en finale de la Coupe Stanley à long terme. Donc, si on commence avec l'Est, qui est la division Atlantique, celle du Canadien, on va commencer avec le Canadien, justement. Moi, je m'attendais sincèrement à une saison morte, mouvementée quand même. On avait connu une belle année l'année passée, belle fin de saison, où on avait perdu en première ronde face aux Caps de Alex Ovechkin, mais on avait assez montré de progression pour que Kent Hughes accélère le processus de reconstruction et fasse des changements qui nous mettent en place pour accélérer le processus. Et il n'a pas déçu. Il a fait le show, comme j'aime le dire, en allant chercher Noah Dobson des Islanders de New York. En échange, on a donné Emil Heinemann et nos deux choix de première ronde. Rappelez-vous, on en avait deux. On n'a pas repêché dans cette ronde-là cette année. Mais je pense que ça vaut la peine parce que Noah Dobson, c'est un défenseur top 4 dans une équipe de la Ligue nationale. C'est un gars mobile. C'est un gars qui a prouvé déjà qu'il est capable de produire offensivement. N'a pas connu une bonne saison cependant l'année passée. Mais bon, tous les rumeurs disent qu'il était en conflit avec son entraîneur-chef, Patrick Roy. Puis on le sait dans le monde du sport, quand tu t'entends pas avec ton entraîneur, ça impacte rapidement ton jeu. Alors, j'espère que cette année, avec un Martin Saint-Louis qui va le supporter, qui va lui donner beaucoup, beaucoup de minutes de qualité, j'espère qu'il va redevenir à son niveau. La seule question que je me pose, et ça va être intéressant au camp d'entraînement et au début de la saison régulière, quel défenseur va jouer en première vague de l'avantage numérique? Parce que rappelez-vous, c'est Lane Hudson l'année passée, notre nouvelle recrue vedette, qui avait pris la première place en avantage numérique, qui joue à un défenseur, avait pris la place de Mike Matheson. Mais là, avec l'arrivée de Noah Dobson, qui est maintenant le joueur le mieux payé du Canadien pour l'instant, parce qu'on sait que Lane Hudson peut avoir une prolongation de contrat, mais tout ça impacte. Est-ce que Noah Dobson aura la première vague d'avantage numérique et on va donner la deuxième vague à Lane Hudson? Ça va être à surveiller. Est-ce qu'on va jouer à deux défenseurs en avantage numérique? Ce qui serait probable. Mais là, l'arrivée de Dobson, mec, il y a beaucoup plus de combinaisons possibles à utiliser au niveau des défenseurs en avantage. Si on parle des attaquants maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pendant la saison morte pour nous améliorer? Ben, on est allé chercher un Zachary Bolduc des Blues de Saint-Louis. On a sacrifié Logan Mayou, qui était un de nos bons espoirs en défense, mais on a tellement de bons défenseurs. J'étais prêt, moi, sincèrement, à le sacrifier pour aller chercher de l'aide à l'attaque. Zachary Bolduc, c'est encore un gars qui a un énorme potentiel. On va lui donner une chance, probablement, à l'avantage numérique. Va même peut-être, je dis bien peut-être, jouer au centre. Parce qu'on sait que le Canadien a un trou béant sur la deuxième ligne de centre. Kirby Dack, pas capable de rester en santé, m'a absolument rien prouvé
depuis qu'on l'a acquis des Blackhawks de Chicago. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que je suis loin d'être un partisan de ce joueur-là. Pas parce qu'il n'a pas de potentiel, mais malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés à voir un avenir en ce gars-là. Et je suis obligé d'avoir. Tu sais, il n'y a personne qui peut me dire que j'ai pas raison depuis que Bidac est à Montréal. Les résultats sont très, très, très loin de ce qu'on avait donné à l'époque pour l'obtenir. Alors, j'ai l'impression que c'est sa dernière chance à Dak cette année. Doit absolument revenir en santé rapidement et nous démontrer qu'il est capable d'assumer un rôle de deuxième centre, ou si c'est pas au centre, d'être à l'aile, mais de jouer à un niveau quand même très élevé, au minimum dans les trois premiers trios. Sinon, à la fin de l'année, ben, il y aura des grosses décisions à prendre. Mais en attendant, est-ce que Zachary Bolduc peut être une solution viable pour le deuxième centre? Bien, on verra. C'est très possible, mais devra le démontrer et il est encore jeune. Alors, est-ce que c'est trop de responsabilité? L'autre solution serait de redonner à Alex Newhook une chance sur la deuxième ligne de centre au début de l'année. Mais bon, encore là, est-ce que c'est une solution viable à long terme? Ça, c'est un autre questionnement. Et on est allé chercher également un gars comme Samuel Blais, un gars que j'aime bien, un gars de Montmagny, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis en 2019. Et ça, c'est intéressant. C'est de l'expérience que tu ne peux pas acheter. C'est pas un gars, évidemment, qui va jouer sur tes trois premiers trios, mais sur un quatrième, en termes de profondeur, en termes de robustesse, oui, j'y crois que c'est quelqu'un qui peut t'aider à t'améliorer. Et à Montréal, on en manque de profondeur au niveau de la robustesse. On l'a vu en série. On n'est pas une équipe qui est, bon, à part un gars comme Josh Anderson ou Arbor Xhekaj en défensive, on n'est pas une équipe qui est capable de rivaliser contre des grosses équipes. Alors, un gars comme Samuel Blais peut peut-être venir nous aider. Je pense que c'est une de ses dernières chances. Lui également va arriver avec le couteau entre les dents. On est également allé rechercher Alex Belzile. Et pourquoi je veux vous en parler, c'est que c'est pas un gars de la Ligue nationale à temps plein, mais c'est un gars que si on a des blessures, peut venir n'importe quand sur ton quatrième trio, patcher un trou. J'aime bien le mot patcher dans ce cas-là. Mais c'est un gars fiable, un bon leader. C'est un gars qui va aller aider le Rocket de Laval de manière exemplaire. Je suis très content de cette acquisition-là. Et en défensive, ben là, j'en ai parlé avec l'arrivée de Noah Dobson. La défensive, on va se le dire, là, les 5 premières places sont déjà prises. Là. Noah Dobson, Lane Hudson, Caden Goulet, Alexandre Carrier, c'est des postes assurés. Il n'y a aucun débat. Mike Matheson aussi. Le seul poste, selon moi, c'est le sixième défenseur entre Jacky Struble et peut-être un gars comme Ekstrom. Est-ce qu'il peut causer une surprise? Je m'attends que Rainbacker fasse une autre année, lui, dans la Ligue américaine. Et du côté des gardiens, ben bon, il n'y a pas de débat pour moi. Ça va être Samuel Blais, oui, pas Samuel Blais, pardon. Samuel Montembeault, oui, qui sera le gardien numéro un du Canadien encore une fois cette année. À ce niveau-là, il y a une bonne stabilité. Bon, maintenant qu'on a parlé du Canadien, on va juste voir, contrairement aux autres équipes, est-ce que le Canadien a une chance de sortir de cette division-là? C'est ça la question. Et ma réponse, c'est oui. Bon, si on parle des Maple Leafs de Toronto, on a perdu William Nylander pendant la saison morte, qui lui est parti avec les Golden Knights de Las Vegas. Et du côté des Leafs, on a essayé de compenser autrement. Nicolas Roy, des joueurs un peu de profondeur pour venir combler des trous, mais on n'a pas compensé par une super vedette pour le remplacer. Et moi, je déteste pas ça parce que les Leafs, justement, c'était trop une équipe de superstars. Il faut changer cette identité-là. Et j'ai l'impression que ça va pas nuire. Il va y avoir moins de distractions. Alors, Toronto, ils vont refaire les séries. Mais est-ce qu'ils peuvent s'enlever l'étiquette d'une équipe qui n'est pas capable de gagner en séries éliminatoires? Ça, c'est une très grosse question. Ensuite, on a les Panthers de la Floride qui sont les doubles champions en titre de la Coupe Stanley. Mais n'oubliez pas qu'on a appris dernièrement que Matthew Tkachuk, leur leader, sera absent jusqu'en janvier en raison d'une blessure. Et ça peut quand même changer certaines choses. Ça affaiblit largement leur top 6. Peut-être qu'ils vont avoir un début de saison un peu plus lent. Par contre, les Panthers seront évidemment des séries éliminatoires et pourraient
rivaliser pour une troisième Coupe Stanley consécutive. Rappelez-vous, le Lightning de Tampa Bay qui avait gagné 2 fois, 2020 et 2021, avait refait la finale de la Coupe Stanley en 2022. Alors, c'est très possible que les Panthers se rendent encore très proches de gagner. C'est clairement une dynastie. Ils ont de la profondeur partout. Un bon gardien. On a signé les Brad Marchand et compagnie pendant la saison morte. Sam Bennett qui a connu des séries, mais comme j'ai rarement vu, aura signé à Aubaine, on va se le dire. Les Panthers sont encore une équipe à surveiller. Le Lightning de Tampa Bay, maintenant, ben, sont jamais à négliger. C'est une équipe qui a encore les Kucherov, Pointe, Edman, Vasilevski. Quand tu as ce noyau-là, tu es capable de rivaliser. Je m'attends qu'ils fassent les séries éliminatoires. Maintenant, les Bruins de Boston, pour moi, c'est la catastrophe. On a échangé les Brendan Carlo et Brad Marchand à la date limite des transactions en mars dernier. On les a remplacés par qui? Ben, des joueurs comme Tyler Jeannot. Pour moi, c'est complètement stupide. Victor Arvidsson également qui va venir, mais pour moi, c'est des joueurs de profondeur. C'est pas des joueurs qui peuvent jouer dans ton top 6. Tyler Jeannot, je vais vous rappeler qu'il avait été avec les Kings de Los Angeles, ça a été un flop. Il a été avec le Lightning, ça a été un véritable gâchis. Il y a juste avec les Prédateurs de Nashville que ce gars-là avait montré vraiment un potentiel, mais c'est pas un gars de top 6, c'est un gars de top 9 ou max 4 trio. Et les Bruins, pour moi, c'est une équipe maintenant qui manque de profondeur. On a un nouvel entraîneur cette année. Ça va passer par une mini reconstruction selon moi, mais j'ai l'impression qu'à Boston, on va être plus dans le 8-7. C'est pas une équipe qui aime reconstruire au complet. Mais pour moi, les Bruins, non, je pense pas qu'ils vont participer aux séries éliminatoires cette année non plus. On n'a clairement pas l'équipe pour ça. Et je dis pauvre, pauvre David Pasternak, McAvoy et Swayman. Ces trois-là, c'est vraiment dommage pour vous parce qu'ils ont des contrats à long terme, mais ça va être dur dans les prochaines années. Et quand je parle des trois autres équipes, les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Détroit et les Sénateurs d'Ottawa, c'est trois équipes que je ne sais pas trop quoi m'attendre dans ces divisions-là. Parce que les Sabres, évidemment, c'est l'équipe un peu comme les Browns de Cleveland de la NFL ou d'autres équipes qui ont l'impression que la reconstruction finira jamais. On a encore échangé Gigi Peterka pendant la saison morte, que je trouvais que c'est un excellent joueur de hockey. On le laissait partir contre rien du tout. Honnêtement, je ne sais pas c'est qui leur directeur général. Ben, c'est Kevin Adam, mais je veux dire, je ne sais pas qui a eu l'idée de l'engager, lui, mais croyez-moi que c'est une des idées les plus innocentes, sans raison que j'ai vues de ma vie. Il fait n'importe quoi. Cette équipe-là n'a pas d'avenir. J'ai vraiment l'impression que les Sabres vont encore une fois faire une année ratée. Quand je parle de Détroit, je suis vraiment déçu. Parce que Steve Eisenman m'avait montré à Tampa Bay qu'il était capable de construire des dynasties. Malheureusement, à Détroit, c'est long, c'est long. Oui, on a des bons joueurs comme Lucas Raymond et Maurice Sider, mais malgré tout ça, l'équipe n'avance pas. On piétine à chaque année. On a de la misère à trouver des gardiens. Est-ce que l'arrivée cette année de John Gibson d'Anaheim pourra changer les choses? On l'espère. Mais je peux pas dire que Détroit va faire les séries. Ça fait des années qu'on le pense puis ils les font pas. Et si je parle des Sénateurs en terminant cette division, bon, les Sénateurs, c'est une équipe qui a fait les séries l'année passée. Est-ce qu'on va être capable de répéter? C'est un peu la même question que le Canadien en fait du côté des Sénateurs. On dit que les Sénateurs sont plus loin que nous dans la reconstruction, mais en vrai, on ne le sait pas. Parce que la deuxième année de ces processus-là, souvent, sont les vrais tests de confirmation. C'est pareil dans la NFL avec les Commanders hier, comme j'ai parlé. Il faut confirmer maintenant du côté des Sénateurs. Alors, on a gardé sensiblement le même noyau. On n'a pas fait grand-chose dans l'intersaison. On a préféré prôner la stabilité. Ben là, il faut que ça perdure cette année. On a réussi à garder Claude Giroux, qui aurait pu quitter avec les joueurs autonomes. On pensait même que Montréal aurait pu être une destination plausible pour lui. Moi, j'y crois au sénateur, mais évidemment, j'espère que le Canadien va passer devant les sénateurs. Alors, si je parle des trois équipes d'office qui vont être les premières dans la division, et je ne peux pas passer sans Toronto et Floride, c'est impossible. Et Tampa Bay. Je pense que ces trois équipes-là vont finir les trois premiers de la division. Et j'ai l'impression que le Canadien va finir clairement dans les deux équipes repêchées pour participer aux séries éliminatoires. Est-ce que les sénateurs le feront? On le verra. Mais si on parle maintenant de la division métropolitaine,
en un point pour chaque équipe. Si je parle des Caps de Washington, ben, ce qui a retenu l'attention l'année passée, c'est Alex Ovechkin qui a évidemment battu le record de Wayne Gretzky pour le nombre de buts. Est-ce que les Caps vont être capables de répéter le succès de l'année passée? Rien de moins sûr, parce que bon, c'est une équipe quand même de vétérans, ça vieillit un peu, on va être plus lent, plus les années vont avancer. Je vous rappelle que on fait des 8-7 parce que tant que Alexander Ovechkin va être là, on ne fera jamais de reconstruction. Mais bon, est-ce qu'on va être capable de répéter l'année passée? On a vu qu'en série, cette équipe-là avait des limites. Moi, j'y crois à ces limites-là, mais on est quand même dans une division très prenable. Parce que quand on prend les autres équipes, regardez là, les Rangers de New York, on a un nouvel entraîneur en Mike Sullivan, évidemment, qui est l'ancien entraîneur des Penguins de Pittsburgh. Mais les Rangers, on a tellement échangé de joueurs. J'énumérerai pas la liste parce qu'on va être encore ici demain matin. Mais c'est une équipe qui a changé la défensive au complet. On a changé beaucoup de choses en attaque. Il y a eu tellement de distractions et il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'un gars comme Alexis Lafrenière peut enfin éclore à son plein niveau? Il y a eu une seule bonne saison dans ses premières années. On l'attendait comme un joueur de concession, c'est pas du tout ça. Artemi Panarin va être joueur autonome à la fin de l'année. Est-ce qu'il va renégocier son contrat? On le verra. Il faut que toute cette équipe-là soit meilleure du haut en bas. Je ne crois pas nécessairement à la direction en haut de Mike Sullivan. Et l'équipe en bas devra me prouver qu'elle est capable de performer. Il y a du talent. Mais à la fin de la journée, le talent, ça ne suffit pas si tu ne performes pas sur la glace. Alors, je ne suis pas convaincu. Les Islanders de New York, ben, c'est une équipe en reconstruction, selon moi. On ne l'a pas dit comme ça, mais bon, Mathieu Darche le sait très bien, selon moi, dans le fond de lui. Quand tu échanges un gars comme Noah Dobson, tu le sais, là. On s'entend, là. Tu as échangé un des défenseurs top 4, là. Je pense que. Puis en attaque, même si Matthew Barzal va revenir, on a signé Jonathan Drouin, mais c'est pas assez, là. C'est pas une équipe qui va être capable de rivaliser, selon moi, pour les séries éliminatoires. Les Devils du New Jersey, ben, on a déçu l'année passée. Bon, quel avenir pour cette équipe-là? Les Jack Hughes, je veux dire, Jack Hughes, c'est un excellent joueur, mais malheureusement, il se blesse souvent. On a une bonne défensive, on a un bon gardien de but, mais encore là, il y a énormément de points d'interrogation. La seule équipe que je suis convaincu dans cette division-là qui va participer aux séries éliminatoires, c'est les Hurricanes de la Caroline. Parce que le défi des Hurricanes, c'est pas de faire les séries, c'est de passer les rondes. Alors, j'ai l'impression que les Hurricanes vont reparticiper, ont une bonne défense quand même, l'attaque. Bon, je pense qu'à l'arrivée de Logan Stankoven, il va être plus à l'aise cette année avec ses nouveaux joueurs. On a un bon gardien, un bon entraîneur-chef. Les Hurricanes vont faire les séries. C'est la seule équipe que je dis avec affirmation dans la métropolitaine. Et quand on parle des Pingouins et des Flyers, eh bien là, c'est deux équipes en reconstruction, même si les Pingouins, avec Sidney Crosby, Yevgeny Malkin et Christopher Le Temps, c'est délicat, mais ils le sont quand même, là. C'est deux équipes qui ont deux nouveaux entraîneurs, dont Rick Tocchet avec les Flyers. L'attraction des Flyers, évidemment, c'est Matvey Mishkov qui est un surdoué, mais c'est deux équipes qui ne participeront pas aux séries, selon moi. Alors, si j'avais à définir un top 3 dans la métropolitaine, ben, je nommerais Caroline, probablement Washington, parce que bon, on va croire en Ovechkin. Et je vais dire les Rangers. Parce que les Rangers, je pense que c'est une équipe qui a trop de talent pour rater les séries pour 2 années consécutives. Et je pense que Mike Sullivan va amener cette culture de gagnant, va amener cette idéologie pour amener cette équipe en série. Mais je pense que les deux équipes repêchées dans l'Est vont venir de l'Atlantique avec les Canadiens et les Sénateurs. Donc, quand tu regardes dans l'Est, le portrait va quand même ressembler beaucoup à l'année dernière. Je ne vois pas des changements majeurs, honnêtement, dans l'Est. Maintenant, si on parle de l'Ouest, bon, l'Ouest, honnêtement, il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant la saison morte. Dont les Golden Knights de Vegas qui ont fait le grand coup en allant chercher Mitch Marner des Leafs. Mais est-ce que c'est la solution pour les Golden Knights? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que cette équipe-là va aller au prochain niveau? Parce que là, on a énormément de joueurs de talent, mais il manque un peu de papier sablé, selon moi. Il ne faut pas oublier que Jack Eichel est joueur autonome à la fin de l'année 2025. 2025-2026, oui. Lui, c'est un joueur, c'est la priorité
C'est le joueur qu'il faut s'entendre le plus rapidement possible. Mais les Golden Knights, c'est sûr que ça va être encore une équipe aspirante à la Coupe Stanley. C'est clair. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer en série? Là, ça va être une autre question. Si je prends l'Avalanche du Colorado, bon, l'Avalanche, je vous rappelle, là, ils menaient dans le match numéro 7 contre Dallas en première ronde. Ils n'ont pas été capables de gagner. Maintenant, Gabriel Landeskog va être là pour une année complète. Il est revenu au jeu. L'Avalanche est une équipe qui a une bonne profondeur en défense, mais au niveau de l'attaque, je trouve qu'il manque de la profondeur sur les troisième, quatrième trio. Et c'est une équipe, malheureusement, qui n'est jamais épargnée par les blessures dans les dernières années. Si on peut éviter ça, ben oui, on a des chances. Quand tu as Nathan McKinnon dans ton équipe et Kel McCarr, tu as toujours des chances de gagner. Alors, l'Avalanche sera clairement des séries éliminatoires également, mais ça va être à voir. Si je parle de Dallas maintenant, les Stars, on a perdu Michael Gramlund, qui est parti à Anaheim pendant la saison morte. Les Stars, on a renvoyé notre entraîneur-chef pendant la saison estivale. Du côté des Stars, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une équipe de vétérans, mais j'ai comme l'impression que la fenêtre d'opportunité commence tranquillement à se refermer derrière eux. On a eu 3-4 ans de fenêtre très intéressante, mais là, ça va être beaucoup plus compliqué selon moi. Il y a Jason Robertson qui est un dossier encore avec des certaines rumeurs. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, mais selon moi, qui n'aura pas assez pour gagner la Coupe Stanley cette année. Mais bon, c'est une équipe qu'il ne faut jamais négliger. C'est une équipe qui va se battre encore une fois pour aller loin. On va peut-être même aller chercher d'autres joueurs à la date limite des transactions. Alors bon, pourquoi pas. Euh, Si je parle des Oilers d'Edmonton, là, c'est l'énigme. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les Oilers, bon, on a perdu 2 années consécutives en finale de la Coupe contre les Panthers, mais à mon avis, on n'a toujours pas de gardien. Stuart Skinner, ce n'est pas un gardien numéro 1 et ça ne le sera jamais. C'est un gars qui peut montrer quelques coups d'éclat de temps en temps, mais c'est pas un gars qui, à long terme, a le potentiel de voler des matchs à lui tout seul. C'est pas à la limite comme un Jordan Bennington à Saint-Louis, qui lui est capable de faire la différence. On l'a vu à la Coupe des Quatre Nations, où dans certains moments, il est capable de fermer le match. Et Bennington a déjà gagné une coupe avec les Blues. Mais Stuart Skinner, lui, c'est pas grâce à lui que les Oilers sont en finale, c'est l'attaque. Avec Connor McDavid, Leon Draisaitl et compagnie. D'ailleurs, parlons-en de Connor McDavid, qui est à moins d'un an maintenant de devenir joueur autonome sans compensation, ce qui serait le joueur autonome le plus important depuis, écoute, depuis des décennies. On peut s'attendre à un contrat historique, 15 millions par année, probablement, 15-16 millions. On sait que Draisaitl et Evan Bouchard, les deux autres vedettes de l'équipe, eux sont signés à long terme. Est-ce que McDavid est vraiment intéressé à rester avec les Oilers? Ça va être à voir, mais c'est une question quand même qui se pose, là, parce que si les Oilers perdaient Connor McDavid, ça serait la catastrophe la plus totale. Euh, alors bon, est-ce que les Oilers peuvent refaire un gros bout de chemin? Ça va être à voir, mais on a perdu de la profondeur pendant la saison morte, là. Les Corey Perry, les Connor Braun, Victor Arvidsson, oui, c'est pas des vedettes qu'on a perdu, mais on a perdu beaucoup de joueurs de rotation. Jeff Skinner également qui est parti. Et la rotation, c'est toujours important dans une équipe de football, hockey, baseball. Tu as besoin des remplaçants pour venir quand il y a des blessés, quand il y a des joueurs qui font moins l'affaire présentement. On a perdu beaucoup ça. Alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Puis, dans l'Ouest, honnêtement, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Parce que quand on regarde des films de Calgary, ben, c'est une équipe en reconstruction. Même si on a des Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, ben, on l'a surpris agréablement l'an passé, mais bon, on n'est pas nécessairement prêt pour aller en série. Quand je parle des Canucks de Vancouver, ben, on n'a pas réussi, selon moi, à aller chercher les vedettes pour nous aider à aller plus loin. Bon, Evan Durkin va aider, parce que c'est un joueur qui a son plein potentiel, nous aide au niveau de la robustesse, peut contribuer au niveau des points. Mais les Canucks, il manque quelque chose. Quand je parle du Wild du Minnesota, eh bien, c'est un peu la même chose. On n'a pas fait de gros changements. On a tardé à signer Marco Rossi, qui a signé 3 ans, 15 millions par année, qui est un bon contrat selon moi d'ailleurs, à 5 millions. Beaucoup plus abordable que Frank Nazar à Chicago, qui a signé beaucoup trop cher pour ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Mais du côté du Wild,
il manque de profondeur. Puis à part Kirill Kaprizov, qui est lui également, en passant en moins d'un an d'être joueur autonome sans compensation, ben, c'est une équipe qui manque, selon moi, beaucoup, beaucoup de profondeur pour aller plus loin. Et là, on a perdu le leadership de Marc-André Fleury également, qui était un excellent vétéran dans ce vestiaire-là. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre du Wild en 2025. Si on parle des Prédateurs de Nashville, là, il y a une énorme question. Est-ce qu'on peut se remettre de la saison catastrophique de l'année passée? Rappelez-vous, là, on avait signé Steven Stamkos et Jonathan Marchessault à gros prix à l'été 2024. Ça a été un fiasco, mais total. On n'a pas performé. Honnêtement, j'y croyais pas. J'ai jamais cru que cette équipe-là aurait pu s'écrouler à ce point-là. T'as quand même des Philippe Forsberg en plus, des Roman Jussi, Saros dans les buts. Mais il y a quelque chose qui manquait, puis je vais vous le dire, là, le premier fusil qui va sauter, c'est clairement l'entraîneur-chef Andrew Brunette si cette équipe-là ne performe pas à la hauteur. Lui, il a de la pression. C'est probablement l'entraîneur, selon moi, qui a la plus grande pression dans toute la Ligue nationale pour débuter l'année. Je prédis même que si les Prédateurs ont un début de saison lent, il va être envoyé. Et on va engager quelqu'un d'autre, un autre gars d'expérience, comme peut-être Peter Laviolette qui a déjà été à Nashville, ou un autre entraîneur. Mais il y a clairement un changement qui va se faire si on arrive. Même peut-être Peter DeBoer, qui a été renvoyé justement par Dallas, qui est disponible présentement. Les Prédateurs ont quand même des options intéressantes. Mais il devrait avoir des résultats rapidement dans l'année. Sinon, ça pourrait bouger très rapidement à Nashville. Quand on parle des Jets de Winnipeg, moi, les Jets de Winnipeg, le problème, ben là, premièrement, on a perdu Nikolai Ehlers, qui est parti aider la profondeur offensive de la Caroline. Mais et là, maintenant, ça l'affaiblit, le top 6 des Jets. Ça, c'est clair. Les Jets, peut-être qu'on a le meilleur gardien au monde en Connor et Leboeck, mais Leboeck, en série, on voit bien que il ne performe vraiment pas à la hauteur de la saison régulière. Et ce qui compte en tant que tel, c'est les séries pour ces grosses équipes-là. Les Jets, pour moi, n'ont pas une équipe de séries éliminatoires, n'ont pas une équipe pour aller loin. Ça, pour moi, c'est un problème. Est-ce qu'ils vont refaire les séries? Probablement, parce qu'on a trop de talent. Mais je pense que le printemps va être encore très décevant. Maintenant, si je prends les trois équipes de la Californie, c'est-à-dire les Sharks de San Jose, les Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles. Évidemment, bon, les Kings de Los Angeles sont clairement l'équipe la plus prétendante aux séries et à la limite à la Coupe Stanley. On est allé chercher des gars comme Joel Armia et Corey Perry pour un peu aider au niveau de la profondeur, au niveau des vétérans. C'est clairement une équipe d'expérience, les Kings. Là. On n'a pas nécessairement beaucoup de jeunes, les Kopitar, les Darty, les Kempe qui vont devenir joueurs autonomes également. Mais c'est des joueurs qui sont en maturité là. Puis il ne reste pas full de temps pour gagner. Alors les Kings, il faut maximiser là cette fenêtre-là. Et on est dans l'inverse de la situation des Sharks et des Ducks, qui sont deux équipes très, très jeunes et qui sont en reconstruction. Mais moi, je pense, c'est peut-être osé d'en parler, mais je pense qu'une équipe comme les Ducks d'Anaheim peuvent causer des grosses surprises en 2025. Pour moi, c'est l'équipe qui va surprendre la Ligue nationale cette année, de loin, parce que j'adore la composition de l'équipe. J'adore. On est allé chercher Michael Gramlund pour aider un bon vétéran qui va aider au centre. On a des jeunes qui commencent à s'améliorer. Ça pousse le talent, il y en a. Là. Les Mason McDavish, les Leo Carson, les Troy Terry, on en a, puis on a échangé la distraction Trevor Zegras à Philadelphie qui faisait trop de bruit, ça faisait, écoute. Puis on a échangé John Gibson, mais qui était plus gardien numéro 1. Et surtout, on a engagé un entraîneur en Joel Kenville qui a tout gagné comme entraîneur-chef dans cette ligue-là. Les Ducks, clairement, vont faire quelque chose, selon moi, en 2025. Surveiller cette équipe-là. Et si je parle des Sharks de San Jose, bien là, je m'attends pas à grand-chose nécessairement cette année. J'ai l'impression que, bon, McLean Celebrini et Will Smith vont encore une fois s'améliorer. Est-ce que Michael Misa va faire l'équipe, lui qui a été repêché deuxième? Est-ce que Askarov dans les buts pourra s'installer dans la Ligue nationale vraiment de manière bon, à temps plein? Mais les Sharks vont s'améliorer, mais ne participeront pas aux séries éliminatoires. Alors, mais je m'attends que cette équipe-là puisse être dans les matchs, rivaliser
et on sait jamais ce qui peut se passer. Mais non, les séries, ça ne sera pas cette année. Et bon, les Blues de Saint-Louis. Du côté des Blues, je suis pas convaincu des changements qu'on a fait. Bon, d'échanger d'échanger Zachary Bolduc, c'est pas nécessairement une bonne chose selon moi. Je pense que Zach a beaucoup plus prouvé dans la ligue qu'un gars comme Logan Mailloux qui est un espoir, mais bon, qui n'a pas encore prouvé qu'il était capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey à temps plein. Est-ce qu'à long terme, il va réaliser, on va dire, ce que les Blues pensent de lui? Ça va être à surveiller. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que les Blues ont reculé un petit peu au niveau de la profondeur à l'attaque. Évidemment, il y a du talent. Neighbors, Thomas, il y a beaucoup de joueurs, Buchnevich. On a des bons joueurs en attaque. La défense est quand même bien aussi. Jordan Millington est capable de faire de très bonnes choses. Mais puis je pense que les Blues vont participer aux séries éliminatoires également. Mais bon, je pense que c'est une équipe qui va arriver un petit peu à court. Si je parle du portrait des séries éliminatoires dans l'Ouest, moi, l'équipe que je pense qui peut se rendre le plus loin, c'est le reste en santé. Je pense que l'Avalanche du Colorado peut clairement se rendre loin avec Dallas, Vegas et Edmonton. C'est pas mal les quatre équipes que je vois se battre pour le corridor de l'Ouest. Mon cœur est avec l'Avalanche ou les Oilers. Mais bon, on s'entend que pour faire changement, je vais pas dire une troisième finale consécutive entre les Oilers et les Panthers parce que bon, je trouve que ça serait un peu poussé. Mais je pense que l'Avalanche pourrait se rendre en finale de la Coupe Stanley ou les Golden Knights. Je pense que les Golden Knights, si tout tombe en place, c'est eux qui vont aller en finale. Donc, je dirais les Golden Knights. Et contre qui? Ben, je vais vous le dire, je sais pas qui honnêtement dans l'Est, à part la Floride, peut se rendre en finale. J'ai pas le choix de redire la Floride. Même si Mathieu Tkachuk n'est pas là jusqu'en janvier, il y a trop de talent dans les Panthers. C'est une équipe équilibrée partout. Puis jusqu'à la preuve du contraire, c'est la meilleure équipe de la ligue. Alors, je pense que ça va être la même finale que 2023. Les Panthers vont participer contre les Golden Knights. Et qui va gagner la coupe, ça, je le prédirai plus tard durant la saison parce que bon, il va y avoir des blessures, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont entrer en compétition. Alors, on s'adaptera en conséquence. Et en terminant, où le Canadien va se rendre selon moi, ben, comme j'en ai parlé, le Canadien va participer aux séries éliminatoires selon moi, mais ça va être encore difficile, ça va être même plus difficile que l'année passée. Là, on est attendu. Les équipes s'attendent à ce qu'on performe cette année. C'est une équipe qui va être surveillée de manière beaucoup plus étroite. Alors, je pense qu'on va faire les séries. Est-ce qu'on peut passer une ronde? Ça va dépendre contre qui on est en première ronde. Ça va dépendre de ce qu'on peut éviter les blessures. Il y a beaucoup de si à Montréal. C'est ça qui me fait un peu peur. Est-ce que Patrick Laine peut rester confiant, peut rester constant toute l'année? Est-ce que Nick Suzuki et Cole Caulfield peuvent rester aussi dominants qu'ils le sont? Est-ce que Juraj Savkovski, lui, peut éclore, mais de manière au début d'année et pas seulement à la fin? Il y a tellement de questions pour le Canadien que j'ai pas une réponse claire à donner. Mais on participera aux séries et au fil de l'année, ben, on aura des réponses à nos questions. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les Jeux olympiques qui arrivent en février vont forcer les joueurs de la Ligue à être bons, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent être sélectionnés sur les équipes respectives, Canada, États-Unis, Suède, Finlande. Alors, ça va pousser la compétition à un niveau supérieur. Ça, j'adore. Alors, on devrait avoir un début d'année beaucoup plus intense que les autres années en raison de le spectre olympique qui est en ligne de compte. Alors, un gros merci d'avoir été là pour une autre émission de Vision sans limite. Prochaine émission, on vous parle de voyage. Ben oui, on aime ça vous faire rêver dans ce genre de podcast-là. Alors, je vous en dis pas plus sur le sujet précis du voyage, mais ça sera le sujet du prochain épisode. Alors, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, partagez, commentez. Plus vous nous dites votre opinion, plus ça nous pousse à nous adapter, à aller chercher des sujets que vous aimez, vous, personnellement. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très bientôt.